Maurice Somo, qui est psychosociologue, voilà, et il est là ce matin, un petit retard, mais on va gérer avec le peu de temps qui nous reste, parce qu'on parle de l'échec du baccalauréat 2024. Un échec du jamais vu au Cameroun. Qu'est-ce qui justifie cet échec? Bonjour Maurice. Bonjour Mireille, bonjour. Merci pour le retard. Ouais. C'est votre ville. Ouais. Good morning, Prof. Thank you very much. C'est très agréable de vous retrouver, monsieur. Ça dit que c'est magnifique. Ça fait longtemps. Oui, on ne s'est pas retrouvés depuis un certain temps. Mais je suis là. Moi, je vous suis. Hein. Moi, je vous suis constamment, chaque fois que je peux me retrouver dans mon bureau ou chez moi. Et que Mireille passe, toi, quand vous passez, je vous regarde. Donc c'est Cathy qui ne vous connaît pas, elle n'était pas encore là. Si. Ah, Cathy arrive ici pendant que je suis là. Voilà. Hey, Cavino. En tout cas, elle est partie dans cette émission, l'audimat. Les gens se connectaient. I know, right? Oui, voilà. Donc, il est revenu. Alors, Monsieur Somo. Maurice Somo, on est sur ce bac aujourd'hui. Et ça nous amène à nous poser beaucoup de questions, parce que je crois qu'après ces résultats, on s'est posé énormément de questions sur les élèves aujourd'hui. Est-ce que c'est les enfants qui sont la cause? Est-ce que c'est les Internet qui est la cause? Quels sont les facteurs justement de ce bac aujourd'hui, les facteurs qui ont causé justement cet échec-là? Non, la première constance qu'il faut dégager, c'est que quand on titre comme ça, échec au bac, on a l'impression qu'on a pu la faire très globalement. Merci. Mais ce n'est pas vrai. Voilà. Ce n'est pas vrai, parce que il faudra aller à l'intérieur pour analyser filière par filière. Voilà. Ça, c'est une première grille de lecture. Et deuxième grille de lecture, il faut s'étendre sur le temps. Faire une comparaison avec les années antérieures et voir la courbe de progression. Est-ce que ça a été pire que les années passées? Voilà, lorsque vous avez pris donc le problème sous ces angles-là, vous comprenez mieux qu'il faut peut-être titrer pourquoi l'échec a été très très cuisant dans certaines filières et pas dans d'autres. Est-ce que c'est pire que les années passées? Et ensuite, on peut donc arriver à la question, qui est responsable de quoi? Qui n'est pas. Voilà. Donc, quand on pose... Merci pour... Les enseignants, non, c'est la magie. L'école est bien. L'école, tonton, l'école. Et quand je donnais ça, pourquoi tu disais pas alors comme ça? C'est pas grave. On est là. Nous, on a globalisé en fait. Parce qu'on a pris ça dans l'ensemble. Oui. Le journaliste que vous êtes a fait son travail. Il a globalisé l'affaire. Voilà. Donc voilà comment. Mais s'il faut... Vas-y, Cathy. Yes, I feel like what he said is very correct, because my own observation based on, I'm going to talk mostly on baccalaureate, or talk maybe the Anglophone examination, GCE. What I noticed with students is the fact that some do not like go into, is it consultation, like they don't consult them, like, you know, advise them on what subject, on what field to take first. Now I'm going to quote an example of my own daughter. Yes. Like, it's true that we made a mistake. We didn't focus on what she was supposed to do. Like, if you look at her subject, it doesn't make any sense. Like the subject that she, you know, registered for the GCE, even if she had even passed, it wouldn't have, she would have still repeated it, because the combinations, you have physics, you have this, you have that, and her strength in all those subjects did not even match. So I feel maybe if students had been advised, if there is like a means for school to, you know, advise students on what subject or what field they can engage in, they look at their weaknesses and their strength in each of those years, it's going to permit, maybe it's going to limit this failure. I don't know, it's just... la première chose que je vais vous dire, là vous posez un problème de fond. De fond, c'est-à-dire qu'au niveau du contenu des épreuves, c'est quand vous apportez déjà une explication sur le fait, par exemple, que les sujets que l'on a proposés au bac, les enfants n'étaient pas suffisamment préparés pour aborder. Ou alors que là, il faut chercher, est-ce que les enseignants ont fait véritablement
leur boulot. Bon, là-dessus, je vais mettre une parenthèse en disant qu'aujourd'hui, on est dans des nouvelles pédagogies, hein, ce qu'on appelle les APC, approche par compétence, c'est valable au bac, mais beaucoup moins dans le GCE. Le GCE est dans cette approche depuis très longtemps. Bon, et le bac s'est un tout petit peu arrimé. Avant de rechercher la responsabilité telle que vous posez au niveau du contenu des épreuves, par exemple, qui peut justifier un certain taux d'échec pour certaines filières, il faut questionner ce qu'on appelle les politiques publiques en matière je veux dire en matière d'éducation, notamment au niveau du baccalauréat. Je l'avais déjà suffisamment expliqué à certaines occasions. Aujourd'hui, on est revenu à l'idée que obtenir un baccalauréat pour un enfant, qui est synonyme du premier diplôme universitaire, c'est lui ouvrir la possibilité d'accéder à une filière d'emploi. C'est-à-dire que, est-ce qu'il faut vous donner un bac? On dit GCE, on te donne, et puis demain, tu ne sois pas capable d'aller vers un emploi. Voilà. Ce qu'on peut le faire, l'employabilité. Bon, aujourd'hui, on s'est rendu compte que certains baccalauréats, incontestablement, sont plus vers ça, c'est-à-dire que vers la possibilité d'ouvrir une forme de chômage que vers un emploi bien précis. Bon, et du coup, quand on regarde très bien, c'est que les baccalauréats A4 ont fourni essentiellement les filières comme les lettres, ça fournit les filières comme les sciences économiques, comme la gestion, comme la politique, ainsi de suite. Alors, et dans un pays comme le nôtre, ces filières-là, aujourd'hui, ont déversé dans le monde de l'emploi des tonnes et des tonnes et des tonnes de jeunes qui n'ont pas d'emploi. Alors, il était temps que l'État, si vous voulez, les pouvoirs publics se rebiffent et se posent vraiment les bonnes questions. Parce qu'il faut encourager les enfants à s'inscrire vers des filières littéraires en obtenant des baccalauréats A4 et puis plus tard faire les sciences économiques, faire la politique, faire l'administration, puis ne rien avoir à la suite. Ou bien essayer de mettre un petit frein à la base. Et puis, lorsqu'on va mettre ce petit frein, encourager les enfants à se réorienter vers des filières technologiques, par exemple, techniques et scientifiques, qui, elles, permettent de fournir plutôt des ingénieurs, des gens comme ça qui peuvent à la fois, à défaut de créer des emplois eux-mêmes, se faire employer. Voilà. Donc, quand on va vers cette logique, vous allez constater que le gouvernement refuse. Le gouvernement refuse d'admettre que c'est la politique qu'ils font. C'est-à-dire que ce n'est pas la politique qui est mise en place. Mais au fond, les résultats au probatoire sont venus concocter la thèse que nous défendions déjà. C'est-à-dire que les baccalauréats A4 ont fait de très très mauvais résultats. Et les probatoires également A4 ont eu de très mauvais résultats. Vous avez l'impression qu'on est en train de refermer un tout petit peu cette filière-là. Par contre, les bacs scientifiques ont exactement les mêmes résultats que les années passées. Sinon, ça a progressé. Les bacs techniques sont allés encore plus fort que les autres. Au GCE, que vous évoquez, les résultats sont bien au GCE. Pourquoi les résultats sont bien au GCE? Parce que, effectivement, depuis longtemps, les GCE sont des diplômes très spécialisés. Quand on dit il a eu un GCE, GCE in 3 subjects, mathematics, physics, and art science, yes, they are very, very, very precise. Yes. C'est vrai. I was thinking that maybe the back is the same Et thing. cette spécialisation a cet avantage donc d'ouvrir la porte vers l'emploi. Vers un emploi. Tandis que ceux qui prennent des domaines, on dit là, il a un bac A4, il a quoi? Il a philosophie, le français, l'anglais, histoire, l'anglais, il y a la littérature, la poéculture, pour courir les années. Non, ça c'est le bac, on parle du bac. Là, c'est la mauvaise bouche. Ça c'est le bac. Donc, voilà pourquoi, quelque part, les résultats cette année, il faut moins les chercher dans la faiblesse des enfants. D'accord. C'est beaucoup moins dans la faiblesse des enfants que dans une stratégie globale de restreindre les résultats dans certaines filières. Question de commencer un combat en amont qui va continuer progressivement et en espérant que dans les années qui vont en venir, les réformes globales du système éducatif vont permettre à certaines bacs
j'exagère un peu, mais vont faire que certains bacs vont complètement disparaître. Donc Et ça quand vous veut dites dire que la forcément responsabilité- que, est-ce que ça veut dire forcément que le bac A, qui est le bac A espagnol, A4 espagnol, Oui. A4 allemand, ça va subir en fait, une certaine mutation demain, je ne sais pas, pour ceux qui font ça, parce que c'est fermé quand on a le bac A. Mais aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'aller en BTS, et puis ça crée des problèmes pour ceux qui ont le bac A d'entrer dans une filière comme marketing, BTS, qui fait 2 ans pour avoir le BTS en marketing. Il a de la peine à s'adapter à ce nouveau système-là. Comment donc faire pour que... Est-ce qu'on devrait carrément suspendre le bac A? Écoutez, ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans les années 1990, 1993, il y a eu ce qu'on appelle au Cameroun la réforme universitaire du 13 janvier 1993. Et cette réforme avait consacré, n'est-ce pas, avait été partie du constat que beaucoup de filières des universités envoyaient des gars vers le chômage. D'où, dans la réforme, on a pensé à ouvrir des IPES, des instituts privés de l'enseignement supérieur. Et les IPES ont eu la vocation de former des enfants titulaires des BTS, des brevets de techniciens supérieurs, à courte durée. Et la particularité des BTS, c'est assortir ces filières-là, littéraires notamment, n'est-ce pas, d'un contenu professionnel. C'est-à-dire, on essaye de professionnaliser. Avant que le concept de professionnalisation arrive, donc il fallait professionnaliser donc, ces baccalauréats sur 2 ans de façon à ce qu'ils soient utiles dans le monde de l'emploi. Bon, on a fait ça. Aujourd'hui, on se rend compte que les BTS ont déversé aussi dans le monde de l'emploi beaucoup de jeunes qui sont titulaires de BTS à partir des bacs A4. Et on est revenu, donc le problème s'est reposé à nouveau. Jesus. Maintenant que le problème se repose à nouveau, on a ici le gouvernement, ou si vous voulez, ont deux possibilités. Première possibilité, restructurer le baccalauréat en lui donnant un nouveau contenu qui soit adapté à ce que le monde de l'emploi exige. Première possibilité. Ou deuxième possibilité, simplement, on essaie de presser cette filière de façon à la faire disparaître complètement. Bon, voilà les deux possibilités. Face à ces deux possibilités, l'État, vous avez les pouvoirs publics tels qu'on constate actuellement, on a l'impression que les pouvoirs publics sont en train de jouer le juste milieu. C'est-à-dire diminuer drastiquement le nombre de diplômés dans cette filière et penser déjà à une reconversion vers les BTS. Et une fois qu'ils ont donné un contenu professionnel, ouvrir le BTS plus tard, Bac plus 2, à des études par la suite. Parce qu'avant, les BTS n'ouvraient pas à des études plus. C'est-à-dire, quand vous aviez votre BTS, c'était pour le monde de l'emploi. Aujourd'hui, on a permis quand même BTS de continuer. Ça fait que c'est un passage obligé vers lequel on va penser à renvoyer les titulaires des bacs A4. Les bacs A4 ne vont pas disparaître, c'est vrai. Ils vont rester, mais on va les restructurer, mais on va les obliger à passer par un couloir de professionnalisation qui leur permettront d'avoir un contenu. Magnifique. Voilà, et voilà à peu près la stratégie globale qui, elle, ne se dit pas publiquement, mais qui est mise en place au regard des observateurs d'éducation que nous sommes, et nous voyons exactement ce qui est en train de se passer. Donc, M. Somo, si on comprend bien, le bac qui a eu l'échec cette année, c'est le bac long crayon, disons le bac général, comme on appelle. Bon. Et tout à l'heure, A4. Oui, A4, c'est ce que nous appelons long crayon. Et tout à l'heure, M. Somo a dit que n'accusons pas les élèves dans cet échec. Ça m'amène à poser la question, quelle est la note éliminatoire du bac au Cameroun? Bien. Ça fait beaucoup de bruit, hein, et ça fait beaucoup de bruit pour rien. Ce qu'on appelle le secret de la délibération. Voilà. Le secret de la délibération, ça, tout enseignant digne de ce nom ne peut sortir d'une salle de délibération et vous dire que nous avons délibéré ce bac à 10, à 15 ou à ceci. Ça peut faire les rumeurs que ça fait. C'est d'abord ça. Il faut dire que pour qu'on délibère l'examen baccalauréat,
Les rapports partent d'abord des centres, des différents centres où l'examen s'est passé. On remonte les procès-verbaux en disant dans le centre, dans le sous-centre de Nituku, Voilà. dans le Mbam et Inubu, Chez nous. eh bien, le baccalauréat, on a eu tant de candidats, voici les moyennes que les uns et les autres ont reçues. C'est la même chose qu'on donne à Shunjim, à Bamena, et partout. Ça vient, ça remonte vers la structure centrale. Et la structure centrale regarde quel est le niveau global sur le plan national. Ils ont ces statistiques-là. Et puis, au regard de cela, alors, quelle est la politique que l'État veut appliquer en ce qui concerne les différents bacs? Par exemple, le bac A4, qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite qu'il soit ouvert, qu'il soit le plus accessible aux enfants? Est-ce que c'est lui qui va garantir l'employabilité des jeunes? Est-ce que c'est plus haut au sommet que la stratégie? Et lorsque c'est défini là-bas, on dit, bon, ok, la déviation cette année, baccalauréat 4, nous allons délibérer à 10 de moyenne. Bac C, nous allons délibérer à. Bac C, nous allons délibérer à. Wow. Les chargés de mission repartent avec ces instructions vers ces différentes localités. Quand ils arrivent, vous avez le procès verbal devant vous, ils délibèrent simplement, et puis on renvoie vers l'OBC, et l'OBC publie les résultats. Voilà comment ça se passe. Maintenant, on peut décider de délibérer à 3 de moyenne. Aïe. 3 de moyenne. C'est de la liberté de la structure qui gère l'éducation et des politiques publiques qui sont mises en place. C'est ça qui définit, ça définit le niveau du bac, définit ce qu'on appelle le niveau d'études, c'est-à-dire le niveau réel en termes de niveau d'une population, d'une jeunesse. C'est à partir du c'est le baccalauréat qui est l'indice de référence. C'est-à-dire que pour savoir si le niveau est haut, on le saura à partir du niveau du baccalauréat. C'est pourquoi c'est très très important, parce que c'est ça qui fait le là, et c'est ces gars qui vont traverser pour aller dans le monde universitaire. Donc, que les gens ne viennent pas vous dire que non, on a délibéré à 4, c'est pourquoi ça passe, on a décidé pour contenter X ou Y. Non, il y a des politiques publiques qui sont mises en place, il y a les objectifs que les pouvoirs publics se fixent, et tous ces élans, il y a l'élément conjoncturel, notamment la contextualité par rapport au monde de l'emploi. C'est compliqué. Par rapport au monde de l'emploi. Aujourd'hui, on sait par exemple, est-ce que le flux de la demande en matière de formation universitaire, quel est ce flux? S'il est supérieur à l'offre de formation que nous avons au Cameroun, ça veut dire que tu mets dans les universités, les grandes écoles, les IPES, tu mets 10 000 enfants vers eux, alors qu'ils ne sont capables de prendre que 2 000 enfants. Qu'est-ce que les autres enfants deviennent? Voilà. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Prenez des exemples simples. Allez ici dans quelques grandes écoles. Prenez des écoles comme Polytechnique Douala. L'école Polytechnique de Douala, c'est 7 000 candidats. 7 000 candidats. 250 places. Qu'est-ce qu'on fait de 6 000 candidats? 6 000 gamins qui vous restent sous la main, vous faites quoi d'eux? 6 800. 6 750. Vous faites quoi d'eux? Vous faites quoi d'eux? Aïe, 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 aïe. Le problème est profond. Vous comprenez? Le problème il est sérieux. Ils vont aller donc vers les IPES. Bon, les IPES, les IPES vont verser, ils vont absorber. Mais les enfants ils vont y aller à défaut. S'ils ne peuvent pas aller parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer, ils vont aller donc à l'université. La moyenne à l'université aujourd'hui, la moyenne c'est 4 ans et demi. C'est-à-dire que pour qu'un enfant, sur un cursus de 5 ans, de 3 ans, la moyenne c'est 4 ans et demi pour obtenir une licence. Après tout, vous mettez-vous à la place de cet enfant. Si les conditions de vie ne sont bonnes, il va directement dans le Bensikim. Le problème de l'éducation est sérieux dans notre pays. C'est pourquoi tous les discours que vous entendez allant dans le sens qu'il faut réformer l'éducation, il faut réformer.
Dans des années, j'ai eu l'opportunité en 1994 de travailler avec le JICAM à l'époque. J'étais donc mandaté avec l'université de Douala qui nous avait mandaté pour travailler avec le JICAM et les entreprises pour définir des profils au sein des entreprises. Ces profils qui allaient être imposés aux universités, aux grandes écoles pour former, afin qu'il y ait une possibilité d'absorber les diplômés des IPS, les BTS et machin ici. Nous avons travaillé, on a fait des propositions. Maintenant, bon, ça a donné ce qu'on appelle aujourd'hui la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on essaye d'assortir les formations avec un peu de professionnalisation à l'intérieur des formations. Mais jusque-là, il y a un problème. Il y a un problème. Wow. En tout cas, il y a véritablement un gros problème. Il faudrait bien que... Moi, je suis juste choquée. Je suis vraiment choquée parce que pour avoir des enfants, et si les enfants font partie de ces 7000 personnes qui veulent se présenter dans une université spécialisée, et puis ça devient un problème, on est obligé de se rabattre vers, comme vous avez dit, des IPS, donc voilà, et des écoles professionnelles. Et ça ne garantit même pas un emploi à la sortie après avoir dépensé des centaines de milliers d'argent, des centaines de mille d'argent. Tu n'es pas sûr que ton enfant va travailler demain et ça fait très mal. Pas seulement travailler, have a good job. Avoir un bon travail, ça fait très mal. Et puis c'est pour cette raison, comme il dit, on va se retrouver dans le bain seeking ou dans quelqu'un va devenir braqueur du jour au lendemain alors que ce n'était pas le cas. Bref, anyway, on revient, on va aller poser la question à l'homme de la rue, justement ce qui justifie, je suis vraiment choquée, ce qui justifie vraiment cet échec, le Vox Pop. Calme-toi. On va pleurer. Oui, l'échec peut être justifié par rapport aux enfants qui ne prennent plus les cours au sérieux. Ils se disent que même si je peux avoir 9, 8 de moyenne, on va me repêcher. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. On savait qu'un élève qui a 10, c'est l'élève qui pouvait obtenir son examen. Mais il y a eu un relâchement au niveau non seulement au niveau des autorités, où on voyait qu'on pouvait faire ramener la moyenne à 8, à 7. Et c'est ça qui fait en sorte que, comme Madame le ministre a pris la résolution cette année, que l'élève qui a 10, c'est lui qui réussit à son examen. Et puis aussi les enfants qui sont devenus, ils ne sont plus comme les enfants d'avant. Aujourd'hui, ils prennent tout à la légère. Ouais, ils prennent vraiment tout à la légère. Ils ne s'occupent pas forcément des cours. Ils se disent que je vais seulement aller composer et voir ce que ça va donner. Il y a beaucoup de critères. Cette année, je garde un mauvais souvenir que je continue à garder quand il y a les approches d'élections présidentielles. Il y a des sabotages qui se passent. Les enseignants, par exemple, font un sabotage pour que les enfants échouent et qu'on ne vote pas, par exemple, le RDPC. Il y a l'argent qui manque de temps en temps pour qu'on dise ceci, cela. Bon, pour moi, pour vous dire clair, c'est dû dans les enseignants se disent qu'ils sont fâchés, ils font un sabotage, comme ça s'est passé là. Et puis, il faut faire un sabotage comme les élections arrivent pour dire que le RDPC, les ministres de l'éducation de base, secondaire et consorts ne travaillent pas bien. C'est un sabotage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'associent. Bon, peut-être qu'il n'y a pas un suivi d'abord des parents, et puis le problème peut revenir des enseignants qui ont un moment, vous savez ce qui s'est passé avec les enseignants, à un moment. Ça veut dire que le problème, bon, moi personnellement, je ne peux pas vous dire exactement que le problème, mais je sais que ça résulte de beaucoup de choses. Côté enseignant, côté élève, et les parents ont aussi une part de responsabilité. Ça veut dire que ces trois groupes de personnes ont une responsabilité dans cet échec-là.
Je voudrais intervenir ici en tant que parent, mais également en tant qu'enseignant. Nous pouvons situer l'échec de l'examen du baccalauréat à 2 niveaux. Il y a des causes endogènes, également des causes exogènes. Endogènes dans ce sens que vraiment les parents d'aujourd'hui ont perdu les repères. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup ne prennent pas véritablement leurs responsabilités en main. Là où moi j'exerce, vous allez constater que on peut voir les parents qu'en début d'année scolaire, lorsqu'ils viennent inscrire leurs enfants. Et puis ils disparaissent. Et c'est comme ça toute l'année. Et c'est dans une zone où les parents sont des hommes d'affaires. Je voudrais parler de l'Ouest Cameroun, et précisément à Tian. C'est des parents qui sont dans les affaires. Vous voyez le parent, lorsque vous convoquez, vous le convoquez. Et quelquefois, le parent ne se présente pas. C'est à peine s'il vérifie le cahier de l'enfant. Parce que lorsque nous prenons les documents, nous filtrons chaque matin les enfants, on peut constater que les enfants n'ont qu'un seul cahier dans le sac et certains n'écrivent même pas. Et on se demande bien comment le parent fait pour ne pas constater cela. Donc ça, c'est l'une des causes. La deuxième cause que je peux estimer une cause exogène, vous vous souvenez que au courant de l'année, nous avons eu, n'est-ce pas, le mouvement de rumeur des enseignants. Je parle en tant que responsable comme censeur, le mouvement d'enseignants qui a sérieusement impacté sur le rendement de l'enfant, sur le rendement des enseignants. Nous avons constaté que pendant environ 4 mois d'affilée, il n'y a pas eu véritablement cours. Mais nous avons fait à notre niveau ce qu'on pouvait en tant que responsable de l'établissement et même partout ailleurs. Les enseignants ont essayé de se battre, notamment les responsables des administrateurs, mais ce n'était pas facile. Et ces enfants la déformation de ton fils. Beaucoup d'heures d'enseignement. Tu as traversé la cour, le campus, tu es rentré, voilà. tu as déposé ton enfant. Voilà. Tu es sûr que... On est à l'antenne, voilà, c'était réaction Maurice. Oui, j'étais très retourné contre ce collègue enseignant censeur qui essaie de faire comme monsieur tout le monde, c'est-à-dire se dédouaner et donner la responsabilité de l'échec aux parents. J'ai toujours dit, et je le répéterai jamais assez, l'État met entre les mains de personnes des compétences. Et ces compétences, ils doivent les valoriser pour assumer leurs responsabilités. Vous êtes des journalistes là où vous êtes. Vous traitez de l'information. Si l'information est très mal perçue par les Camerounais, c'est à vous qu'il faut s'en prendre. Ce n'est pas aux Camerounais qui entendent l'information qu'il faut s'en prendre. C'est parce que vous n'avez pas bien recoupé les informations, vous ne l'avez pas analysé et vous ne l'avez pas distillé dans les canons qu'il faut pour. C'est la même chose pour le médecin, c'est la même chose pour l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant reçoit de la part de tout venant des enfants dont il a le devoir d'assurer le dressage. Et l'adressage, il a la responsabilité, l'enseignant a la responsabilité qu'à la fin de l'année, l'enfant produise un résultat. Quelles que soient les défaillances qui vont venir de la part des parents, le devoir de l'enseignant, c'est de réparer ces défaillances. S'il n'a pas réparé ces défaillances, l'enseignant, qu'il arrête de dire « je suis enseignant ». C'est pourquoi l'échec en premier est d'abord l'échec de l'enseignant, avant d'être l'échec de qui que ce soit. Je parle haut et fort dessus. S'il y a un enseignant qui m'écoute, qu'il me dise le contraire. Maintenant, les autres acteurs du système éducatif qui sont autour sont des gens qui accompagnent l'enseignant dans son rôle. C'est-à-dire que le parent n'a pas seulement le rôle de veiller à ce que ça se passe bien. Il a le rôle de chercher la nourriture, il a le rôle de... L'enseignant a un rôle unique qui fait de lui l'enseignant. Sinon, il n'est pas. C'est celui de se rassurer que l'enfant est préparé au mieux pour aborder son examen et qu'il a réussi. Si ce n'est pas le cas, il a échoué. Lui, l'enseignant d'abord, avant que ce soit l'échec de l'enfant. Il y a les enfants qui viennent de partout, il y en a, tous ne peuvent pas avoir le même niveau. Ils ont des niveaux différents, ils ont des cultures différentes. C'est mettre ensemble tout cela, et c'est ce qu'on appelle le dressage. Dresser
des enfants, de façon à ce que les mauvais produits qu'on leur apporte, comme par exemple quelqu'un arrive à l'hôpital étant malade, s'il sort de là et qu'on te dise que non, c'est qu'il n'a pas été suffisamment fort pour supporter la maladie, c'est pourquoi il est mort. Et le médecin dit voilà la cause. Non, ça soyons sérieux. Soyons sérieux. Ouais. But Cathy. no, I feel like anyway, I don't want to. I just feel like maybe at one point he's trying to tell parents to, despite the fact that they, as teachers, are doing what they have to do for the children. And the parents are doing nothing. Therefore, maybe the parents should do like a follow-up back at home. Maybe some of them are not always available to do a follow-up on their kids, on their children. Je pense qu'il y a des Let me tell you. Quand nous étions plus petits encore, il y a des phénomènes qui sont nouveaux aujourd'hui. Les répétiteurs. C'est nouveau. Que les gens sentent. Les répétiteurs, c'est des choses qui sont nouvelles. Le suivi. Le parent, l'enfant rentré à la maison, tu trouves un enfant, tu as un parent qui lui n'a jamais été à l'école, il est analphabète. C'est ça. Tu as un enfant qui arrive, qui est au niveau de la classe de 3e, il est devenu à la classe de 3e. Il y a tout ça. Hein? Qu'est-ce que, s'il a son cahier, son cahier qu'il n'a pas ouvert, même s'il ouvre son cahier, toi le parent, vous voulez que le parent vienne faire quoi dedans? Voilà. Vous voulez que le parent vienne faire quoi là-dedans? Voilà, c'est ça. Non, rien du tout. Oui, Mais l'enseignant a des stratégies, parce que ça s'apprend dans des écoles de formation. Quelle est la stratégie que je mets en place pour persuader un enfant qui quitte l'école que quand il va rentrer chez lui, qu'il soit motivé à ouvrir son cahier, à faire son devoir et à le ramener? Quelle est la motivation que je mets en place pour? Quelle est la contrainte que je mets en deçà pour que lorsque l'enfant va revenir demain, qu'il se rassure qu'il a fait son devoir avant de le faire? Non. Il est allé, les parents n'ont pas vérifié s'il a fait son devoir. Mais allez, est-ce que le parent sait même s'il avait un devoir? Il sait comment? Oui, bonjour. Il n'a jamais été là. Bonjour, bonjour. C'est quoi l'histoire? Bonjour. Oui. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, je suis monsieur Moussa Paulin Giscard. J'appelle depuis Le volume, pardon. Douala. Vous appelez depuis Douala, nous vous écoutons. Oui, je vais intervenir sur le thème des chiffres, en tout cas, l'examen de cette année. Allons-y, allons-y. Oui. Vraiment, je n'approuve pas l'échec de cette année. Un, parce que nous avons un sociologue qui est là et qui est un enseignant que je connais. Il sait que les résultats d'un examen d'un petit alors c'est pas forcément la valeur que pour les élèves qui est l'attente de la faire à un examen comme lui-là. C'est d'abord politique. Et puis j'ai fait une observation. Pour les résultats des élèves sont souvent beaucoup plus positifs autant pour moi. Mais cette année, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai observé deux choses. L'une des choses que j'observe, c'est que l'action et le développement qui se fait à travers les internautes et l'Internet, beaucoup plus mobilisés par les jeunes. Ce sont les jeunes qui informent toutes les personnes que nous sommes les vieux, les aînés, parce que c'est eux qui font beaucoup de recherches. Et quand ils voient les contenus, ils publient. Ce ne sont pas les parents comme mon père Somo qui est là, ou alors les belles dames et Peter Carlos. Ce sont les jeunes qui le contenu. Et moi, je crois qu'il y a plus besoin de influencer, parce que ces jeunes ne parlent pas à l'Internet, qu'ils ne puissent pas faire au grand public la connaissance de ce qui est c'est un petit pendant l'entourage. Et là, on maintenant est un danger à poser le tort cette année. Or, nous savons tous que la toile est un lieu d'information. Et les jeunes aujourd'hui, monsieur qui est là, grand enseignant, et si on ne peut pas prouver que les jeunes ne tirent pas profit de l'Internet au Cameroun. Moi, je suis très, très négatif contre ça. Les jeunes sont très intelligents. Ils sont liés à un niveau où les jeunes vont s'enrichir même des documents que vous pouvez lire toute une vie, vous n'allez pas les.
moi, je crois que qu'on essaye de coller un problème qui n'existe pas, cet échec de vie. C'est-à-dire, allez, ça peut c'est pas qui sont focalisés même au niveau comment qu'il y a des écoles. Il s'éduque à travers Internet parce que les enseignants, par exemple, il n'y a pas eu cours cette année, mais on n'en parle pas de on n'en parle pas de tout ce qui a comme impact par rapport à l'absence de l'enseignement et des enseignants. Mais on dit juste que c'est à cause d'Internet. Moi, je crois qu'on veut dépasser un problème. On sait où le problème se trouve. Vraiment, essayons encore de rester dans la rationalité pour accuser ces jeunes et qu'ils lâchent Internet. Or, le plus grand informe aujourd'hui, c'est Internet. Ce sont ces jeunes qui informent tout le grand public. Merci beaucoup et bonne émission. Salut mon ami Calvino, les très belles jeunes dames et l'enseignant Sambo, le grand enseignant, le grand sociologue. Merci. Bonne journée. Maurice, on se sépare. Que dire donc? Que dire? Parce que malheureusement, c'était un peu court. Non. Disons que déjà on est plutôt dans notre logique. C'est passé, hein? Les résultats, c'est passé. Oui. On est focus sur demain. Demain, l'avenir, la rentrée qui se prépare. Voilà. Les parents sont déjà passés en train de préparer la rentrée. Les résultats cette année, il faut dire pour certains, pour beaucoup de jeunes notamment, ceux des filières littéraires, ont été extrêmement mauvais. Ça va créer encore un autre problème. Parce que vous allez constater que si vous avez votre enfant qui doit aller dans un lycée cette année, et s'il demande à s'inscrire en terminale A, ça va être très très compliqué, parce que les places sont déjà saturées, c'est pareil. Donc il faut juste encourager les parents à y aller dès maintenant. Le système, quant à lui, il va sûrement susciter dans beaucoup de réflexions. Nous continuons de réfléchir, nous faisons des propositions au niveau des pouvoirs publics pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Bon, espérons que l'année prochaine sera bonne, c'est tout. Restons dans l'espoir, c'est très important pour nous, les parents, et pour les élèves aussi. Et j'espère que beaucoup vont apprendre, vont prendre les choses, vont prendre le taureau par les cornes. Moi, je propose aux parents de mettre leurs enfants dans de mettre les enfants dans des filières scientifiques, c'est beaucoup mieux encore que les séries littéraires. Merci. Tonton Calvino. C'est comme sur le bar général, là, en France, ça devient même le papier ciment. Yes, Mireille, thank you so much. Il trouvait toujours. Même quand la situation est très grave, lui trouve toujours un moyen de vous sortir. Allez, demain, c'est un autre jour. Nous vous souhaitons un très bon mercredi. Demain, jeudi, on est ensemble avec la même équipe, la même bonne humeur. Dieu vous bénisse. À demain. Ciao.